Nous allons à présent explorer un autre aspect de l'accompagnement thérapeutique avec un exemple précis, la méditation, et plus particulièrement la méditation de pleine conscience. Nous allons en parler avec Corinne Isnard-Bagnès, qui est médecin professeur à l'UPMC, enseignant-chercheur en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je voudrais commencer par faire une chose que j'ai en fait jamais faite depuis toutes ces années, c'est remercier Monsieur Usan, parce que je me rappelle du jour où je suis rentrée dans son bureau en lui disant Monsieur Usan, j'ai rencontré Catherine, on va faire de l'éducation thérapeutique, puis on va diplômer des patients. J'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise. En fait, non, il m'a dit bon, je vais boire un whisky, puis on en parlera après. Mais en fait, il a dit oui, et il nous a aidés depuis tout ce temps-là à développer tous ces projets. Et c'est aussi grâce à lui que je vous parle de méditation ce soir. Alors, je trouve ça bien d'avoir des gens qui nous aident à ouvrir un petit peu les oreilles et à aller un petit peu plus loin que faire de la médecine comme on l'a appris sur les bancs de l'université, faire que ça change. Donc moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que je suis néphrologue. À l'hôpital, je m'occupe de patients qui ont des maladies dans lesquelles la fonction de leur rein va peut-être un jour ne plus être suffisante. Et quand c'est le cas, ils sont confrontés à des thérapies, à des traitements qui leur permettent de continuer à vivre, mais qui sont complexes à gérer au quotidien. C'est la transplantation, c'est la dialyse. Et si je me suis intéressée depuis toutes ces années à ma relation, à la relation qu'un médecin entretenait avec les patients, c'est vrai que l'éducation thérapeutique, ça a été un moyen pour moi de pouvoir essayer de mettre en place des choses pour essayer de mieux accompagner des patients sur le quotidien de leur vie avec la maladie. Mais ce soir, en fait, ce que je voulais faire, c'était vous parler en moins de 10 minutes déjà maintenant de 3000 ans de spiritualité orientale qui rentre à l'hôpital. Et comment ça marche? Et je voulais essayer d'aborder ça rapidement avec juste quelques questions. D'abord, la maladie, c'est du stress. Alors le stress, tout le monde sait ce que c'est. Bien sûr, le stress aigu, vous savez que notre organisme est tout à fait fabriqué pour pouvoir déclencher un certain nombre de réactions physiologiques et activer un certain nombre de systèmes neuro-hormonaux qui vont nous permettre de courir plus vite et si possible d'échapper au lion ou à l'animal sauvage qui vous court derrière dans la savane. Mais c'est quand même assez rare qu'on soit dans la savane en train d'essayer d'échapper à un lion. Donc aujourd'hui, le stress, tout le monde le vit, mais c'est du stress chronique. Et en fait, c'est la répétition de ces stimulations, de ces stimuli stressants et de ce déclenchement en fait, de nos systèmes physiologiques de réactivité au stress qui petit à petit nous épuisent et déclenchent des pathologies. Quand on a une maladie chronique, maintenant, moi, j'entends ce que me disent les patients tous les jours. Quand on a une maladie chronique, c'est encore plus de stress. Pourquoi c'est encore plus de stress? Parce que c'est la salle d'attente. Vous attendez de voir le docteur, qui est un peu en retard des fois, souvent. Puis vous ne savez pas ce qu'il va vous dire. Dans notre service, les patients, ils le racontent souvent aux infirmières, mais quand ils arrivent pour nous voir, ils ne savent jamais si c'est aujourd'hui qu'on va leur dire « ça y est, il faut commencer la dialyse ». Souvent, ils n'ont pas osé nous poser la question à nous. Mais en fait, la question, elle est dans leur tête. Et ça génère du stress. Vous allez faire une prise de sang. Quand vous rentrez pour aller chercher vos résultats, quelque part, vous sentez un peu le truc là dans la gorge, la boule dans l'estomac, les mains un peu moites. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Il y a une incertitude. Vous ne savez pas si la santé que vous avez aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. Il y a plein de choses qui génèrent du stress. Et petit à petit, en essayant de construire et d'améliorer des choses, des programmes d'accompagnement pour les patients qui vivent avec des maladies chroniques, parce que j'avais découvert la méditation pour moi, et on pourra y revenir après, notamment sur l'intérêt que ça peut avoir quand on est soignant, d'expérimenter ce genre de pratique. Je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être qu'un programme pour gérer le stress, ça pourrait aussi aider les patients. Et donc, j'ai commencé à enseigner. Enfin, je suis d'abord allée me former aux États-Unis, à l'école de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, c'est un professeur de biologie qui maintenant a peut-être autour de 70 ans, qui travaille au MIT à Boston dans les années 70 et qui, lui, est pratiquant de méditation depuis toujours.
et qui a eu 2 idées vraiment très brillantes. La première idée, ça a été de rendre un parcours de formation, un stage de formation en pratique méditative en proposant quelque chose de laïque, c'est-à-dire complètement dissocié, décontextualisé de toute spiritualité bouddhiste et en essayant d'en garder, on va dire, la substantifique moelle en termes de ce qu'est la méditation, et on va y revenir. Sa deuxième idée géniale, on peut dire, ça a été de structurer l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous enseignez, quand vous êtes un enseignant formé à Boston dans son équipe, et il y en a des milliers dans le monde, parce qu'il a commencé à former des gens dans les années 78-79, vous enseignez tous la même chose. Et c'est ça qui a permis, concrètement, la mise en place d'études cliniques. Parce que savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui médite, c'est impossible. Essayez d'évaluer l'intérêt que ça peut avoir pour une personne qui vit avec une maladie. C'est plus facile si vous avez formé les gens de la même façon, si vous savez qu'ils réalisent des exercices chez eux qui sont les mêmes, si vous savez, par le biais des chercheurs en neurosciences, qu'est-ce que ces pratiques et cet entraînement du mental donnent comme modification fonctionnelle et anatomique dans le cerveau. Et c'est ça qui a permis de commencer à avoir quelques résultats scientifiques sur l'impact de ces pratiques méditatives sur la santé. Alors, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de redémontrer ce que, depuis 3000 ans, on sait des pratiques méditatives. Quelle que soit la culture et la spiritualité dans laquelle ces pratiques sont développées, depuis des milliers d'années, on sait que c'est une façon, c'est un art de vivre, une manière de pouvoir accepter la condition d'être humain qui fait que notre vie se termine et que, bien souvent, avant qu'elle se termine, on a l'occasion d'expérimenter quelques souffrances au cours de notre vie. Ce sont des pratiques qui sont dédiées à mieux vivre un quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on sait de la méditation de pleine conscience, en termes de neurosciences, c'est que ce sont des pratiques qui entraînent assez directement l'attention et les processus attentionnels. On amène notre attention dans les exercices, tout simplement sur les sensations dans le corps. On peut essayer d'être plus attentif à nos pensées, à nos émotions. Et en fait, ces exercices sont très, très centrés sur des choses concrètes qui sont de l'ordre de l'expérience. Et c'est ça qu'on propose, et c'est ça que je propose dans le service depuis 2012, à des patients qui souhaitent essayer de découvrir ces pratiques, les mettre en place dans leur quotidien, et essayer d'aller mieux en apprenant à apprivoiser leurs émotions, à travailler sur leurs pensées négatives, à essayer d'être moins perturbés par des représentations, des projections dans le futur. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, par exemple, en ce moment? Vous m'écoutez, mais honnêtement, vous êtes déjà en train de vous demander où vous allez dîner ce soir. Certains d'entre vous sont en train de se dire « Ah, mais j'ai pas téléphoné à un tel ». Et d'autres sont en train de se remémorer un événement de cet après-midi qui les a vraiment énervés. Et puis ce truc, il est encore là dans la tête. Et notre mental, notre système de fonctionnement est comme ça. Parce que de vous à moi, honnêtement, la vie, ça se passe là. La vie de chacun d'entre vous à cet instant, c'est là, tout de suite, maintenant. Mais notre mental est assez souvent dans le passé ou dans le futur. Donc travailler les pratiques de méditation de pleine conscience, c'est aussi une espèce d'approche qui nous permet de revenir là, tout de suite. Et quand on est malade, c'est pas mal de pouvoir vivre là, maintenant, tout de suite. Parce que là, maintenant, tout de suite, je suis là, je suis vivant. Je ne suis pas en train de me demander ce que va me trouver le scanner demain matin, si je vais être greffé après-demain et quelle est mon espérance de vie. Donc c'est une aide aussi au quotidien. Voilà, donc moi je propose ça aux patients dans mon service depuis quelques années. Et puis, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas faire rentrer ce genre de pratique dans des hôpitaux ou des lieux de soins sans les évaluer, parce qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi parce que ça a l'air cool, c'est médiatique ou que personne ne l'avait fait avant nous. Et je pense que c'est utile et intéressant d'essayer de travailler ensemble avec d'autres collègues. Et on a, ne serait-ce que dans notre hôpital, qui est quand même un bel endroit pour travailler, beaucoup de chercheurs en neurosciences qui sont très intéressés par ces sujets, beaucoup de médecins dans beaucoup de disciplines, des soignants, de différents types de professions avec lesquels on essaie de travailler pour développer, réfléchir à des projets de recherche, comment on peut évaluer ce qu'on fait, comment on peut essayer d'être au plus près du service rendu en essayant de s'appuyer sur une dimension de recherche autour de ces pratiques. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là et puis peut-être on discutera. Ça tombe très bien, merci. Merci. Merci Corinne Isnarbanis.
Vous avez donné quelques pistes, mais concrètement, ça se passe comment ces séances? C'est-à-dire, ça s'étale sur quelle période? Vous voyez les gens Vous qui voulez sont qu'on en médite stage? là, c'est ça? Alors, on va peut-être pas aller jusque-là. Alors le stage en lui-même, le stage en lui-même, c'est une formation qui dure 2 mois avec une séance par semaine de 2h30 et une journée après la 6e séance où on propose aux gens de venir tout un samedi ou tout un dimanche faire une journée entière de pratique. Les exercices, c'est quoi? D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais pour vous, c'est quoi la méditation? En un mot. Quelqu'un veut-il se risquer à une réponse? Alors, on va vous apporter un micro très vite. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on médite? On va avoir une réponse. Il faut juste le temps que le micro arrive au monsieur, mais il va vous dire ce qu'il en pense. Ah oui, je ne le vois pas. Alors, je vous ai parlé cet été parce que, comme vous, j'ai été formé à la méditation de pleine conscience par une chercheuse du CNRS de Marseille, Régine Jeannin-Gros, il y a quelques années. Je la connais. Et donc, je pratique la méditation de pleine conscience tous les jours. Donc, vous savez ce que c'est, vous ne pouvez pas répondre. Non, mais j'ai un questionnement qui me vient tout de suite. C'est après l'exposé que vous venez de faire, qui rappelle que des études et la pratique ancestrale de la méditation a des effets prouvés sur tout le métabolisme. Moi, en tant que patient, je cherche à me former pour devenir instructeur de méditation de pleine conscience. Et actuellement, le cursus d'instructeur n'est proposé en France qu'aux hospitaliers. C'est-à-dire que pour les praticiens comme moi, grand public, patients... Vous voulez dire que vous n'êtes pas soignant? Votre métier, c'est pas d'être soignant? Oui, j'ai été formé à MBSCT, vous avez sans doute été formé à MBSR. Moi, on me propose seulement pour l'instant d'aller me former en Suisse, en Belgique ou aux États-Unis. Pour l'instant, les formations à ce type d'enseignement sont réservées aux gens qui ont des métiers de soignants. Ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Est-ce que c'est dommage? Est-ce que selon vous, il est nécessaire d'être soignant pour bien enseigner ou Pour enseigner pratiquer dans un contexte de lieu de soins, ça paraît une bonne idée. En même temps, la méditation, ça appartient à tout le monde. Donc, bien entendu qu'il y a des gens qui enseignent la méditation dans tous les contextes depuis des milliers d'années et on n'a pas forcément besoin d'être soignant, mais je pense que ça dépend à qui on enseigne et où on enseigne. On n'a pas non plus besoin d'être malade pour avoir envie de faire de la méditation et en prendre les bienfaits. Bien sûr que non. Évidemment. D'ailleurs, les soignants pourraient-ils ou sont-ils aussi sollicités, ou en tout cas, est-ce qu'on leur dit ça vous ferait du bien? Parce que c'est parfois dur. Hein, c'est moi qui leur dis ça leur ferait du bien. Oui, je sais. Les soignants, c'est intéressant parce qu'on a une actualité quand même aujourd'hui autour de la prévention des risques psychosociaux des soignants, qui finalement pendant des dizaines d'années n'a pas été un sujet, comme si ça n'existait pas, mais là on commence un peu à en parler. On a un rapport de l'IGAS, on voit qu'on est en train de se préoccuper de la santé et du bien-être au travail des soignants. Donc merci, c'est sympa. Quand on est soignant, on arrive avec ce que l'on est. Et on nous forme à des tas de choses dans des universités où on a évidemment beaucoup de choses à apprendre. Et même si dans beaucoup d'universités de médecine, on apprend aux étudiants des choses qui sont de l'ordre des savoir-être, je pense qu'on a encore une grande marge pour essayer de continuer à les préparer à être dans une interface relationnelle avec des gens qui sont dans la maladie et la souffrance, et à essayer d'apporter, et c'est sous 2 angles, et la méditation de pleine conscience a des bénéfices potentiels sur ces 2 aspects, à la fois sur la prévention des risques psychosociaux des soignants, parce que c'est une approche complètement démontrée pour le coup de prévention de la rechute dépressive et une approche préventive de l'anxiété. Donc ça peut s'appliquer à des professions qui sont exposées ou qui sont exposées à l'épuisement professionnel. Et bien sûr, il n'y a pas que les soignants. Et puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette approche-là, je trouve qu'elle se croise beaucoup avec les objectifs de l'accompagnement des malades chroniques, de l'éducation thérapeutique, en termes d'amélioration de la qualité de la relation de soins. Et travailler sur soi pour être au maximum présent avec une personne. Quand vous êtes en consultation et que vous voyez votre 25e patient de la matinée, être encore en capacité de éventuellement prendre un temps entre 2 patients pour respirer, vous recentrer et pouvoir accueillir la personne suivante en étant vraiment là pour lui parler, pour l'écouter, c'est créer un espace dans lequel il va se passer des choses
Et c'est là que la relation va se construire. Si vous êtes en train de taper sur votre ordinateur pour ouvrir les 12 applications qu'on doit avoir actuellement dans un hôpital pour pouvoir travailler en consultation avec un patient et que vous ne regardez pas la personne qui est en face, vous n'êtes pas dans la relation. Donc moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser aussi sur cette question-là, et c'est la raison pour laquelle on a un diplôme universitaire qui s'est ouvert l'année dernière pour les soignants. Et là aussi, il est réservé aux soignants pour leur faire découvrir ces pratiques, les bénéfices potentiels pour les patients, la manière dont on doit informer des patients sur ces approches. Et je pense qu'il faut être extrêmement conscient de l'éthique professionnelle, du niveau de preuve dont on dispose. On ne doit pas s'adresser à des gens qui sont dans la maladie et la souffrance en parlant d'approches médicales non conventionnelles. Il faut faire attention à la manière dont on donne ces informations. Et puis aussi pour pouvoir faire découvrir à des soignants comment ils peuvent, eux, se protéger. Merci Corinne Voilà. Lisnard-Bagnis. On vous retrouvera évidemment dans la suite de cette rencontre.